Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 24 juin 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché en commençant par les bourses européennes qui ont terminé en hausse mardi. Des chiffres meilleurs qu'attendus, comme vous le savez, sur la reprise de l'activité économique en Europe étant venus s'ajouter aux déclarations, bien sûr, encore une fois, rassurantes de l'administration Trump sur l'accord commercial liant les États-Unis et la Chine. Effectivement, les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achat, donc les PMI en Europe, suggèrent une reprise de l'activité plus rapide qu'anticipée, ont été principalement le moteur de la hausse hier. L'indice PMI Flash Composite pour la zone euro ressort ainsi à 47,5 après 31,9 en mai, alors que le consensus le donnait seulement à 42,4. Toutefois, comme expliqué hier, ce chiffre reste encore en dessous des 50. Pour rappel, la ligne des 50 représente un peu le pivot. Au-dessus de 50, on a tendance à parler d'une expansion de l'activité et en dessous de 50, une contraction de l'activité. Donc certes, on a fait un point bas, mais ce chiffre reste encore en dessous du niveau clé des 50. Les chiffres des PMI suggèrent une atténuation marquée du rythme de contraction de l'activité économique, selon les économistes de Barclays, tout en maintenant leur prévision en tout cas, d'une chute de 13,4 du produit intérieur brut de la zone euro au deuxième trimestre. Autre facteur positif aux yeux des investisseurs hier, eh bien, les déclarations de l'administration Trump réaffirmant la validité de l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine, un démenti suite aux propos de Peter Navarro, conseiller de Donald Trump, selon lesquels cet accord était terminé. Côté US, eh bien, Wall Street a aussi terminé en hausse mardi dans un marché où l'amélioration de la conjoncture économique et la perspective d'un nouveau plan de soutien ont nourri encore une fois les espoirs d'un rebond post-coronavirus, étant donné que Donald Trump a encore fait allusion à un nouveau plan de relance et à de nouveaux chèques qui pourraient être envoyés aux ménages américains. Bien évidemment, plusieurs géants de la tech, dont Apple, Amazon, Facebook et Microsoft, ont vu leurs titres atteindre encore une fois un plus haut historique, tirant l'indice Nasdaq 100 vers un nouveau record. Alors, plusieurs statistiques économiques sont aussi venues rassurer les investisseurs sur la reprise aux États-Unis, dont le PMI Flash Composite, qui est remonté à 46,8 après 37 en mai, et les ventes de logements neufs en hausse de 16,6% en mai, quand les analystes tablaient sur 2,9% seulement. Toutefois, comme vous pouvez le constater, ce matin, le marché reste fragile et un repli n'est pas à exclure, notamment si la hausse du nombre de contaminations Covid-19 causait un ralentissement de la reprise économique aux États-Unis. Et effectivement, ce matin, c'est ce qu'on a sur les bourses européennes qui dévissent de quasiment 2%, puisque le retour de nouveaux foyers un peu partout dans le monde, surtout en Amérique du Sud, un peu à Pékin, on a aussi quelques cas en Allemagne, surtout aux États-Unis où on a eu quand même une explosion du nombre de cas de Covid, notamment au Texas, eh bien, fait craindre un retour en fait à la réalité économique finalement et à une reprise plus lente qu'espérée. Et Donald Trump et ses conseillers parlent de deuxième vague, mais ils ne sont actuellement encore que dans la première vague. C'est juste que l'épidémie a mal été gérée, le déconfinement s'est fait trop tôt. Résultat,
la première vague est toujours présente et actuellement, ils sont toujours dans cette première vague qui est quand même assez violente et qui pourrait pénaliser fortement l'économie américaine, surtout si certains États devaient confiner une nouvelle fois. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Nasdaq dans la partie macro. Donc ici, c'est un graphique du Nasdaq 100 qui évolue dans la stratosphère. Il faut dire ce qui est exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cet oblique ici depuis fin 2015 qui vient coiffer les prix en passant par les tops de début 2018 et quasiment début 2020 et encore une nouvelle fois depuis juin, pardon. Une première fois en avril, une deuxième fois en mai-juin. Et cet oblique pourrait venir freiner la course de l'indice. À chaque fois, on est venu taper ici, on a eu des corrections ici, une deuxième correction. Là, c'était quand on est venu taper, on a eu le Covid derrière, donc énorme correction. Et ici, ça pourrait patiner. Effectivement, ça fait maintenant 2-3 semaines, on est venu la taper une première fois, là, une deuxième fois sur excès. Et donc, l'indice risque de marquer une pause, au moins de consolider. Il faut surtout se rappeler que depuis le point bas ici, vers les 6800 à peu près, eh bien, on a eu une hausse d'environ 50%. Donc, c'est du jamais vu. C'est un des rebonds, même c'est le rebond le plus puissant de l'histoire sur l'indice Nasdaq. Et donc, face à ce rebond extrêmement puissant, je pense que la prudence est de mise. Étant donné que on est sur des niveaux records, sur des niveaux de valorisation extrêmes, et qu'une petite étincelle pourrait vite rattraper les investisseurs et déclencher une correction. Pour le moment, on travaille cet oblique. Voyons comment les marchés interprètent les nouveaux cas de Covid et le risque d'un confinement ou du moins d'une fermeture provisoire de certains magasins, comme ceux de Apple, et surtout le démarrage, l'ouverture des résultats du T2 des entreprises américaines à partir de début juillet. Donc là, ça va être le principal catalyseur de l'été, ce sera les résultats. Et donc, attention à une mauvaise interprétation ou attention même, j'ai envie de dire, à des investisseurs qui ont été nourris d'espoir et on pourrait avoir quelques surprises si quelques entreprises de la tech envoyaient des signaux assez alarmistes, j'ai envie de dire, ou même tout simplement des profit warnings. Donc on a toujours eu les GAFAM qui ont tiré leur épingle du jeu. Toutefois, attention, peut-être que les investisseurs ont été un peu trop gourmands et que en cas justement de nouveaux foyers de nouveaux foyers de coronavirus un peu partout dans le monde, mais surtout une recrudescence de nouveaux cas assez importante aux États-Unis et des résultats à venir un peu en berne, eh bien, on pourrait assister à un repli sur des niveaux de support. Ici, c'est un graphique qui montre la performance des GAFAM, du S&P 500 et du S&P 495. Donc ici, on constate que c'est la performance depuis le début de l'année. Donc on a des valeurs de la tech. Donc là, c'est même pas les Fangman, on n'a pas Netflix, Nvidia, c'est uniquement Facebook, Amazon, Apple, Microsoft et Google. Donc cet indice, depuis le début de l'année, réalise une performance de plus 23% en pleine récession historique. Certes, les GAFAM nous ont démontré qu'elles avaient bien résisté
à la crise, que ce soit avec Teams pour Microsoft, que ce soit Google, étant donné que c'est le secteur des services et de l'informatique, du moins, des services Internet, a forcément bien marché aussi durant la crise du Covid, comme durant le confinement, comme pour Facebook. Amazon, le commerce en ligne, a plutôt bien fonctionné aussi. Apple, en revanche, ça risque d'être la grande surprise à venir pour les résultats. Toutefois, on constate quand même que ces 5 entreprises, si on compose un indice, ont progressé de quasiment plus 23%, ce qui est quand même énorme, tandis que le S&P 500, lui, est encore en perte, on va dire, réalise une performance de moins 3% depuis le début de l'année actuellement. Et si on enlève ces 5 sociétés, on a un S&P qui se situe plus aux alentours de moins 8% depuis le début de l'année. Voilà, ça permet de remettre les choses en perspective, toujours de prendre du recul sur le S&P 500 et de voir quand même à quel point ces 5 sociétés finalement créent le marché, on va dire. Étant donné qu'on a un indice qui est quand même composé de 500 sociétés, et à elles seules, ces 5 sociétés représentent quasiment plus de 20% de la pondération du S&P 500. Donc, ça commence vraiment à montrer une certaine décorrélation qu'on pourrait avoir entre l'évolution du S&P 500, les GAFAM et le S&P 500 sans les GAFAM. Et encore, si on retire du S&P 500 Netflix, on intègre dans les GAFAM ce qu'on appelle les FANGMAN, donc Netflix et Nvidia, et bien si on aurait encore une performance de plus de 23%, largement plus de 23%, et un S&P 500, du coup un S&P 493, si on retire Netflix et Nvidia, qui serait largement en dessous des 8%, on serait même aux alentours de moins 10%. Donc encore une fois, toujours important de prendre du recul et d'analyser, essayer de décortiquer un peu l'ensemble des indices pour essayer de voir si on n'aurait pas ce qu'on pourrait appeler une hausse en trompe-l'œil. Encore une fois, ici, j'ai envie d'appeler ce graphique, ça représente un peu la surchauffe actuelle des marchés, puisque les actions technologiques ont une fois de plus alimenté les marchés américains mardi, Apple ayant atteint un record et ayant contribué le plus au gain de l'indice S&P 500 des technologies et de l'information. Donc effectivement, en fait, la reprise de l'indice technologique, du secteur technologique en tout cas, eh bien, pousse le marché américain à son plus haut niveau depuis juillet 2000. Donc on est quand même, encore une fois, sur des niveaux de valorisation extrêmes, bien évidemment dopés par les liquidités à foison des banques centrales, mais ce qui montre, je vous avais montré par le passé aussi, des graphiques avec l'EPR du S&P, du DAX ou même du Stock 600, qu'on est sur des niveaux de valorisation extrêmement élevés, étant donné que les bénéfices à venir, on attend une chute des bénéfices à venir, et dans l'autre sens, nous avons des titres qui enregistrent des plus hauts historiques. Donc forcément, ça crée une décorrélation assez extrême et on se retrouve très facilement sur des niveaux qu'on pourrait appeler dangereux, étant donné que la dernière fois qu'on avait atteint des niveaux aussi élevés, c'était durant la crise, du moins des dot-com, donc la bulle de 2008. Donc là, actuellement, retour sur les nouveaux plus hauts, enfin pas les nouveaux plus hauts, mais sur des niveaux de valorisation sur les niveaux de juillet 2000. Côté graphique, tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40. Alors, où en sommes-nous sur l'indice? Les marchés ont salué comme je vous le disais,
Les chiffres des PMI hier, plutôt encourageants, mais étant donné que les chiffres étaient extrêmement bas, forcément, on a eu un sacré décalage hier avec une hausse assez impressionnante, mais qui reste quand même toujours sous le pivot clé quand même des 50. Donc les marchés ont salué les nouvelles encourageantes venant des PMI et ce matin sont rattrapés par les nouveaux cas de Covid et surtout l'augmentation de certains cas dans des États, dont le Texas, qui pourrait en tout cas freiner la reprise et recréer un nouveau lockdown, donc un nouveau confinement. Techniquement, où en sommes-nous? Eh bien, on est toujours dans le range. Donc, en daily, rien à dire de particulier, si ce n'est qu'on évolue entre une oblique, ici, là, que j'ai formée via le canal, une oblique de long terme, en place depuis 2011 quasiment, et à plus court terme, on est prisonnier entre 5050 et 4930. Donc, hier, on parlait de ce range dans les stratégies bourse Forex, et on est toujours prisonnier dans cette phase de trading range. Donc, stratégie de ping-pong entre les deux bornes. Et seule la cassure d'une des deux bornes eh bien, donnera le tempo pour la suite. Là, les marchés sont quasiment venus tester la borne basse, et on a la moyenne mobile 200 qui vient soutenir les prix. La cassure des 4900 points déclencherait une accélération en direction des 4006, voire 4007. Et donc, techniquement, on aurait cette fameuse ABC. Là, on est venu faire un petit excès au niveau des 61,8, juste ici. Mais on est toujours dans le range pour le moment, et donc la cassure du range, hein, si on reporte l'objectif théorique, bon, c'est pas vraiment les 4700, c'est plus vers les 4750, 4780, mais techniquement, on pourrait, ça prend la forme d'une correction en ABC. De ce fait, on pourrait avoir un retour sur la borne basse du canal avec la moyenne mobile 50 ici en soutien, et donc voilà, ce serait une belle correction en ABC vers ce niveau technique. Le DAX, même combat. On a eu une sortie de range finalement pour venir combler le gap avec une réintégration derrière. On cède quand même quasiment 2,5. On a un peu ce sentiment d'avoir une étoile du soir ici. Dommage que la bougie ici n'ait pas suffisamment de corps, mais sinon ça en prend la forme, hein, et gap, et derrière on est en train de clôturer, enfin on revient à l'intérieur du corps précédent de la première bougie, donc effectivement ça ressemble à une étoile du soir. Et ici, effectivement, cassure du range hier, on est venu taper sur la résistance et derrière on est reparti. On avait une divergence aussi qui a parfaitement bien fonctionné, juste ici. Donc on a retracé quasiment 100%, même on a retracé plus de 50%, on a retracé les 50%, les 100% de la dernière vague de hausse. Donc pour le moment, en fait, retour quasiment sur la borne basse du range. Donc on se trouve un peu à la croisée des chemins, hein, sur le CAC et sur le DAX. Vous voyez qu'on est vraiment sur la borne basse pour le DAX. Le CAC, c'est exactement la même chose avec MM200 en soutien. Donc le DAX, cassure des 12 190 permettrait de retourner, voilà, d'aller chercher 12 030, 11 900 et pourquoi pas les 11 850. Je vais me mettre en données 4 heures. Et puis en cas de grosse correction, pareil, ce serait de venir prendre appui sur cette zone ici, vers les 11 650, et donc retour un peu sur la borne basse du canal de moyen terme, ici. Voilà. Donc, si le CAC retourne vers les 4007, le DAX, faudrait viser les 11 630, 11 700 à peu près. Le Dow Jones. Alors, le Dow Jones qui semble tenir son oblique.
mais le rebond, enfin du moins, c'est assez timide quand même, hein. On a du mal, on sent qu'on fait du gap, mais bougie rouge, petite bougie verte, ça ouvre à la hausse, bougie rouge, là on sauve l'oblique in extremis juste ici, et là la séance d'hier, clairement, c'est vraiment de l'hésitation assez profonde, étant donné que voilà, on fait une mèche et open égale, du moins là où on ouvre, la clôture se fait au même endroit. Donc là actuellement les futurs sont dans le rouge, donc on risque enfin de sortir de cet oblique, de ce biseau du moins. Notre Island Reversal, elle, est toujours en place, elle n'est pas invalidée, comme le Dark Cloud Cover, pour rappel, en hebdomadaire juste ici. Encore une fois, hein, la moyenne mobile 50 fait vraiment bien le job et est venue freiner encore une fois l'ascension, enfin du moins c'est espèces de rebond qu'on essaye d'instaurer depuis qu'on est venu prendre appui ici sur la borne basse du biseau, mais on est quand même encore bloqué, pénalisé par cette moyenne mobile 50. Et pour le moment, on travaille la borne basse. Donc, encore une fois, c'est vraiment le niveau pour moi. Il faudrait une bougie flux sous les 25 390 pour créer une accélération en direction voilà, des gaps qui ont été laissés ouverts. Donc, on fera le point demain. Ce sera très intéressant de voir où en est l'indice. Ici, il a réussi à break avec une bougie flux. Il faut vraiment qu'on ait une bougie flux, pas une petite bougie comme ça qui ressemble à rien. C'est vraiment important d'avoir une bougie flux, une bougie directionnelle qui permet de montrer vraiment que là, le marché a enfoncé un niveau important. Euro-dollar. Euro-dollar. Bon, toujours au même stade. Le marché se cherche, clairement. On est encore bloqué sous notre oblique. Et la moyenne mobile 200 fait encore une fois le job aussi, étant donné qu'elle empêche la progression de l'euro. Donc pour le moment, assez neutre sur la paire. On est toujours quand même, on sent que la MM200, on est venu la travailler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et l'oblique pareil, donc ça fait quand même 4 semaines qu'on travaille ce gros niveau technique. Et donc on sent que pour le moment, l'euro est un peu sous pression. En daily, donc, toujours l'avalement, la divergence aussi, mais bon, on a eu quand même un sacré rebond. On a eu quand même un sacré rebond en début de semaine sur le niveau de support. On est venu casser une nouvelle fois les 1,1270. Donc pour le moment, assez neutre. Vraiment, on pourrait très bien avoir un range de consolidation 4 heures. Et pourquoi pas un triangle. Pour le moment, vraiment assez neutre sur l'euro. On est prisonnier sur un niveau de support et au-dessus de la tête, on a un gros niveau de résistance, que ce soit l'oblique ou la MM200. Donc, neutre et phase, pourquoi pas, en tout cas, je n'exclus pas maintenant une phase de range à venir, étant donné que, voilà, gros niveau de support. Donc, pour parler d'accélération ou de poursuite de la hausse, j'attendrai la cassure des 1,1370 en clôture hebdomadaire. Voilà, la cassure des 1,1370 permettrait d'aller chercher 1,14,6, 1,15,3. Pour le moment, on est dans une phase de neutralité. Et la cassure des 1,11,80, par contre, conduirait à une accélération vers les indices 75. Le NZD-CAD. Alors, le NZD-CAD qui est toujours dans son range, qui a fait une fausse cassure hier. On avait toujours cette divergence qui est en place en daily. Voilà, on est venu faire un gros pullback agressif sur le bruit, ici. Toujours cette divergence.
Là, on est en train de faire un avalement et on est dans un range. Vraiment un peu un range ou même un élargissement ascendant. On va se mettre en données 4 heures. Alors, on pourrait avoir cette figure. Voilà. C'est un élargissement ascendant, élargissement de sommet. Donc pour le moment, on est dans une figure chartiste ici, on est dans un élargissement ascendant ou de sommet. Donc ça permet de cadrer un peu cette consolidation. Et clairement, la cassure du support horizontal, je vais le retracer pour le mettre un peu plus propre. Voilà. Donc la cassure des 0,8710 permettrait un retour sur les 0,8615. Donc phase de consolidation, des bornes à surveiller, on hésite, on est en train de faire un avalement, la cassure de ce niveau. Bon, dans un premier temps, ce serait les 0,8615. Et dans un deuxième temps, on pourrait avoir un retour un peu plus bas sur voilà, cette zone. On a l'accumulation de mèches ici vers les 0,8550. Donc là, pour le moment, on est entre un avalement et une étoile du soir. Perspective. Pour terminer le Forex, l'AUD-USD, range. On est quand même sorti de ce biseau ascendant. Pour le moment, possible pullback. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, pullback. Ce qui me dérange, c'était l'avalement qu'on a eu quand même en début de semaine. Pour le moment, ça ne part pas. On est quand même sur des gros niveaux techniques, entre une sortie de biseau et cette magnifique zone de polarité où les cours sont venus buter à de nombreuses reprises par le passé. Et donc, dans l'attente d'un catalyseur, on pourrait très bien avoir un peu un range qui pourrait se dessiner, en tout cas, qui semble se matérialiser. Donc, range de moyen court terme, étant donné qu'on a quand même notre oblique qui bloque, c'est vrai qu'on est entre un pullback assez un gros pullback sur le biseau et cette phase de latéralisation, étant donné qu'on n'a pas voulu aller plus bas pour le moment, qu'on est sorti du biseau, mais voilà, qu'on est confronté à deux gros niveaux. Et donc, voilà, ce serait bien d'intervenir en tout cas sur l'un de ces deux niveaux. Pour moi, c'est des niveaux à travailler, que ce soit ici plus à la vente ou en cas de cassure à l'achat, mais là, c'est quand même un gros niveau technique qui constituerait aussi la borne haute du range. Et par contre, la cassure, effectivement, si on revient et qu'on repart et qu'on fait une cassure, on pourrait très bien en fait faire un pullback un peu plus prononcé, un peu plus haut et finalement partir un peu en double top derrière. Le gold, bon, eh bien le gold poursuit sa course. Le gold, c'est haussier, rien à dire, sortie de range par le haut. Bon, on avait là, je suis en données 4 heures, on avait l'épaule tête épaule 4 heures qui nous indique un objectif à 1700, bon allez 1800. En daily, on avait le range, donc sortie par le haut du range ici. Voilà. Et donc c'est haussier, donc l'objectif il n'a pas évolué, le plan c'est toujours le même, c'est haussier en direction des 1008 et sur excès en direction des 1815. Voilà, si on reporte. Voilà. 1815, objectif final, en tout cas de la sortie du range. Bon, pour rappel, vous le savez, 1800, c'est une résistance majeure. Bon, je l'explique suffisamment dans les précédents briefings des marchés. Mais voilà, rien à dire de plus. Le niveau technique a été donné, enfin le signal technique a été donné lundi, poursuite de la hausse, direction 1008, sur excès 1815. Haussier, arrivé sur ces niveaux, je commencerai à passer neutre et voir surtout comment les prix vont réagir face à cette résistance. Mais si derrière ça casse et que ça repart, bon, bah, objectif à la fin de l'année sur les plus hauts historiques.
Le pétrole Brent. Le pétrole Brent qui est venu combler son gap ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Il fait comme le light. Ça consolide. Voilà, typiquement le bull trap qu'on a eu hier. Typiquement le bull trap, on sort par le haut du range et derrière on réintègre. Donc pour le moment, prudence sur le pétrole. On est quand même sur un gros niveau technique, pour rappel. Du moins celles et ceux qui sont à l'achat. Testent cette zone de polarité juste ici. Là, on est vraiment sur une grosse zone technique qu'on est venu taper. Il manque un peu le gap à combler. Vous voyez que l'indicateur ne parvient pas à franchir le niveau des 50, donc ça montre que ça coince un peu et que derrière, pour le moment, on a réintégré le range. Bull trap, on réintègre. Donc prudence. Il y avait une... Non, il n'y a pas vraiment de divergence ici, mais voilà, le pétrole pourrait consolider maintenant. Ce qui me dérange, c'est juste qu'on n'ait pas comblé le gap complètement. J'aurais préféré qu'on comble, qu'on réintègre, et là, ça aurait été plus propre techniquement. Mais on est quand même sur une grosse zone située entre 45 et 43,50. Donc là, pour moi, ça va être un niveau technique potentiellement à travailler pour une, je dirais peut-être une stratégie baissière. Le light, c'est la même chose. Fausse cassure, divergence 4 heures, on en parlait hier justement dans les stratégies bourse de cette petite divergence, réintégration du range, et on est venu taper la zone. Voilà. Ici la zone est là, une mèche ici, là, ici, ici, donc on est venu au point près chercher cette zone basse, cette zone haute, pardon, et pour le moment ça cale. Donc ça cale, c'est quasiment le niveau des 61,8 aussi. Et là, on délie, bon, on va voir si on fait une bougie flux, peut-être qu'on pourra avoir une étoile du soir, mais attention au piège, vraiment attention au piège, on est sur un gros niveau, on est en train de former une divergence aussi en daily, donc divergence daily en cours de formation, on est sur un gros niveau technique. Donc là, les achats un peu prudents sur le pétrole, on pourrait quasiment penser à mettre en place en tout cas des stratégies baissières, étant donné que le pétrole commence à s'essouffler, là, je trouve. Surtout si on a de nouveaux foyers de Covid un peu partout dans le monde, forcément, on pourrait avoir un nouveau choc de la demande et les cours du pétrole pourraient dévisser encore une fois. Donc là, on va retracer le range correctement. Tac, ici avec la réintégration, voilà. Donc pour le moment, on est sur un bull trap. Voyons voir si les US, étant donné que c'est un peu eux qui drivent le marché pétrolier, vont faire cet après-midi ce qu'ils vont faire, mais là, on est quand même sur un gros niveau technique, les 42, avec une petite divergence, et donc attention en cas de retour, enfin de rotation complète sur la bande basse. Pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin. Que dire en fait? Que dire si ce n'est que c'est mou? Bougie flux, et puis derrière ça prend pas pour le moment. Non, concrètement, j'ai rien à dire de plus en fait, sinon j'ai l'impression de radoter. Et à part redire ce que j'ai dit dans les précédents briefings des marchés, voilà, on est toujours au même niveau. Rien ne se passe depuis quasiment 2 semaines. Et un peu le sentiment que le marché s'essouffle et qu'on consolide finalement. Donc j'ai même
J'ai presque envie de zapper la crypto pour le moment, étant donné qu'il ne se passe vraiment rien, il n'y a aucun signal. Le marché est complètement mauve, et donc voilà, les niveaux, on ne sait pas trop dans quel range on peut cadrer ça, cette évolution des prix, mais c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose, clairement, pour le moment. Donc pour moi, les niveaux, hein, ils ne vont pas changer, ce sera la cassure des clôtures des 10 000, les 10 000 points, 10 100, 10 000 points. 10 100 $, 10 000 $, et à la baisse, 8 900, 8 800, 8 700. Mais là, pour le moment, depuis 3 semaines, voilà. C'est un range. C'est un range hebdomadaire. Donc, je surveille la cassure d'une des deux bornes, tout simplement. Donc là, ça permettra d'avoir de nouvelles perspectives sur la crypto. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter le briefing dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Le replay des stratégies bourse Forex est disponible depuis ce matin. Et sinon, encore une fois, petit rappel, pour celles et ceux qui souhaitent approfondir l'indicateur Ishimoku, rendez-vous cet après-midi à 14 h avec Khalid pour une démonstration de l'indicateur et afin qu'il puisse aussi vous partager son expérience et sa vision du trading avec l'Ishimoku. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve soit cet après-midi, soit demain pour faire un nouveau point sur les marchés.